Masechet Souka, Daf Lamed Bet. On va commencer par Lamed Aleph Hamoud Bet, les deux dernières lignes. Niktam Rosho. Amar Rav Huna, Lo Shanu Ela, Niktam, Aval Nisdak Kasher. La Gemara ici est en train de développer ce qu'on a appris dans la Mishnah, à savoir qu'un loulav dont la tête a été coupée, un tel loulav n'est pas kasher. Alors la Gemara fait la déduction suivante et elle dit Niktam Rosho, Lo Shanu Ela Niktam, Aval Nisdak Kasher. Rav Huna nous dit quand est-ce que le loulav est invalide, il est pas soul, il est disqualifié pour la mitzvah, c'est seulement si il a été carrément décapité. Il a eu la tête coupée. Mais s'il a été juste fissuré, nisdak, et Rashi de dire nisdeku raché alin, qu'est-ce que ça veut dire nisdeku raché alin? Alin, c'est des feuilles. La tête des feuilles a été fendue. Ça veut dire, disent les Mefarshim, que Rashi pense qu'il y a une halakha de ce qu'on appelle Rov Ha'alim. Quand vous prenez un loulav, et imaginez-vous que vous tracez une ligne au milieu du loulav. Alors on a les feuilles du haut et les feuilles du bas. Qu'est-ce que c'est que Rov, la majorité? La majorité, c'est un peu plus que la moitié. 51%, c'est une majorité. Alors, quand on dit Rov Ha'alim Ha'elyonim, la majorité des feuilles supérieures, ça veut dire que, si on pouvait imaginer le Rov, la majorité des feuilles de Raché Alim ont été sdukim, ont été fendues, ont été fissurées. Alors, dans ce cas-là, quel est le din? Kasher ou pasoul? Kasher. Comment est-ce qu'on déduit que c'est kasher? Puisque il est écrit dans la Mishnah que Dafka Niktam, c'est seulement si ça a été complètement coupé, décapité. C'est là que c'est pasoul. Mais si c'est juste fendu, mashma que c'est kasher. La Gemara pose une question, elle dit Rav Huna, qui est un Émora. Comment il peut contredire la braïta suivante? Ve'atania. Pourtant, il est écrit dans la Baraïta, Loulav kafouf. Un loulav qui est voûté, qui est courbé. Rachidi, Rocho, qui est kafouf, qui est egmon. Domot le ish giben, ve'azaken. Sherachen, Shachin ou Kfoufin les Mata. Un loulav qui est courbé comme un hameçon, comme un homme bossu ou un vieillard qui est voûté, courbé, et donc le loulav, il a cette forme. Quel est le din? La Braïta va énumérer toute une série de loulav problématiques. Loulav kafouf, un loulav qui est courbé. Kavutz, Rachidi Kavutz, Sheyotzin Bashidra Shelo, Uktzin, Kemin Kotzim. Il y a, sur tout le long de la colonne centrale du loulav, des pics, des épines. Eh bien, c'est un loulav qui n'est pas kasher. Il y a des épines qui lui sortent de la colonne centrale. Akoum domé les magal. Ou bien s'il est tellement courbé qu'il ressemble à une faucille. Quelle est la différence entre ce qu'on avait vu avant et là? Avant, on a dit kafouf. Et maintenant, on dit akoum. Kafouf, c'est voûté. Akoum domé les magal, quand il est tordu comme une faucille, a priori, c'est la même chose, non? Alors, on va attendre encore quelques secondes. Harout, tout cela c'est pasoul. Harout, pasoul. Qu'est-ce que c'est que harout? C'est un loulav qui a durci,
qui est devenu comme du bois. Rashi dit, Harut caché, Shenaasa harayot, Sheken derech alulav, alav noshrim bimot hageshamim, ve'ashidra mitkasha ve'naasa ka'etz. En général, en hiver, les feuilles du loulav tombent et la colonne centrale, elle durcit comme du bois. Ça devient une branche normale. Ça s'appelle harut. Alors si on en est arrivé là, pas caché. Mais si c'est juste le début, domé les harut. Rashi explique, domé les harut, ithil et itkashot, ve'adain lo naasa etz, mais ce n'est pas encore devenu du bois, une branche dure comme du bois, et dans ce cas-là, c'est caché. Fin de citation de Baraïta. Rabotaï, cette Baraïta a énuméré toute une série de loulav problématiques. Le loulav, je répète, avec les doigts. Loulav kafouf, 1. Kavut, 2. Akum domele magal, 3. Harut, 4. Ces 4-là, caché ou pasoul? Pasoul. Le 5e, domé les harut, kacher. Si seulement ça ressemble à harut, c'est kacher. Alors maintenant, les amis, c'est quoi la question? Je voudrais entendre de vous, quelle est la question de la Gemara ici? Alors la question de la Gemara est la suivante. On a cité un hidouche de Rav Huna. Et on a cité une baraïta pour lui adresser une objection. Quel était le hidouche de Rav Huna? C'est une déduction qu'il a faite de la Mishnah. La Mishnah nous dit Lulav, sheniktam rosho, pasoul. Un loulav qui a été décapité, dont la tête a été coupée, pas cachère. Rav Huna vient et te dit, tu veux savoir pourquoi il n'est pas cachère? Parce que la tête a été complètement coupée. Mais si c'était juste fendu, nisdak, une fissure, fendue, c'est cachère. La Gemara dit, comment tu peux dire une chose pareille? Qu'un loulav qui est nisdak, qui est sadouk, qui est fendu, est cachère. Mais pourtant, dans la Baraïta, c'est écrit clairement pas cachère. Dans quelle Baraïta? Celle qu'on vient de lire. Loulav à kafouf, à kavut, à sadouk, à akum, domene magal, et harut, pasoul. Voilà. Kafouf, kavut, sadouk, akum, harut, les 5, ils sont pas cachères. On n'a pas dit fendu. Sadouk. C'est quoi sadouk? Sadouk égale nisdak. Nisdak égale sadouk. C'est quoi un sédek en hébreu? Bon, vous avez fait l'ulpan. Sédek, c'est une fissure. Nisdak ou sadouk, c'est pareil. Mais Ravuna, il aurait pu citer aussi des autres. Oui, mais Ravuna nous a donné un chidouche par rapport au sadouk. Il vient, il nous dit, c'est seulement s'il est décapité qu'il n'est pas caché. Mais s'il est fendu, il est caché. On lui dit, ah bon? Viens lire la Baraïta. La Baraïta, elle nous a énuméré toute la série des loulavim qui sont psulim, kafouf. Allez maintenant, interrogation orale. C'est quoi kafouf? Courbé. C'est quoi kavut? Quelle est la racine du mot kavut? La racine? Kot. Kot, c'est des épines. Plein d'épines. Un loulav plein d'épines. Sadouk, nisdak, sedek, fissuré, fendu. Akum domé les magal, courbé comme une faucille. Chazak, c'était la question que j'ai posée. Bokertov. Harut. Harut, c'est quoi? Il a durci comme une branche de bois. Tout cela, c'est pas cachère. Comme le seul qui est cachère, c'est quand il commence à durcir, mais il n'est pas encore vraiment dur, il n'a pas encore perdu ses feuilles, et donc de ce fait, il est encore cachère. Domé les harut, mais il n'est pas vraiment harut. Alors, la kushia sur Rav Huna, c'est comment tu peux dire que nisdak cachère? Nisdak cachère, alors que c'est écrit sadouk pas seul. Peut-être pour Ravuna, Les autres? Akoum, Harut, c'est caché ou c'est pas ça? Il n'a pas parlé de cela. Il n'a rien dit. On ne le tient, on ne le prend au mot que par rapport à ce qu'il a dit. On te prend au mot. Tu as dit cachère? C'est écrit pas sous.
Point à la ligne, c'est la question. Ça dépend. Alors, c'est fondu. Hein? Ça dépend, c'est la réponse. La réponse d'Agmara, ça dépend comment c'est fondu. Regardez. Amarav Papa de Avid Kehimnak. Rav Papa te dit, ça dépend comment c'est fondu. Si c'est juste les feuilles, alors c'est cachère. C'est de cela qu'a parlé Rav Huna. Quand il a dit que c'est cachère le nisdak, il a parlé des feuilles fondues. Mais nous, de quoi on parle dans la Braïta qui a dit pas cachère quand c'est fondu, nisdak? Elle parle de Avid Keimnak. C'est un loulav qui a poussé comme un himnak. Vous savez c'est quoi un himnak? C'est une fourche qui a une forme de Y. Alors, au sommet de la colonne centrale du loulav, pas les feuilles. C'est fondu jusqu'en bas et même la colonne centrale du loulav elle-même, elle est fendue au sommet et elle se bifurque. Ça s'appelle un loulav bifurqué. Il a au sommet comme un Y. Au début, c'est une seule entité et après, ça se bifurque en deux lignes. Ça s'appelle Kehimnak. Rachidi, Avid Kehimnak. Shieshlo Shne Rashim, il a deux têtes. Verosho Ehad Mefutsal. Car Gadal Halulav, Kemin Shte Shidraot. Mahatzit Alin Lekan ou Mahatzit Alin Lekan. Ce loulav, depuis le début, il a poussé en étant dédoublé. Comme s'il a deux colonnes centrales. Au début, il n'y en avait qu'une seule, et après ça, ça s'est ouvert. Eh bien, malgré tout, même si c'est depuis à l'origine, c'était déjà comme ça, ce n'est pas cachère. Tu ne peux pas dire, il a poussé comme ça, il est cachère. Non, il n'y a pas de différence. Non seulement lorsque il a été fendu par la suite en deux, c'est sûr qu'il n'est pas cachère. Mais même Avid Kehimnak, même si de par sa nature, il a poussé ainsi, il n'est pas cachère. Alors les frères et les amis, maintenant que vous avez entendu la question et la réponse, je vous invite à regarder les photos, les images, pour qu'on soit plus clair. Une image vaut 1000 mots. Regardez la page 52 du livre. Regardez ici la page 52, l'image 154. En haut là, vous voyez Niktam Rocho. Qu'est-ce que ça veut dire Niktam Rocho? La tête des feuilles a été coupée. Maintenant, regardez l'image 158. Loulav Kafouf. Rachid nous disait que ça ressemblait à un hameçon. Voyez-vous? Ou à un bossu. Qui est voûté. C'est comme ça que le loulav est. Le loulav, il est là, Kafouf. Et ensuite, on a Avid Kehimnak. Qu'est-ce que c'est que Avid Kehimnak? Rashi, regardez ici, on a le pirouche de Avid Kehimnak. Il y a le pirouche de Rashi. Rashi nous dit que c'est la colonne centrale qui s'est fendue en deux, ou bien même déjà ça a poussé comme ça à l'origine, et ce n'est pas caché. À côté, voyez-vous ce qu'ils ont été sympathiques de faire, c'est qu'ils ont mis la chita du Shulchan Aruch. Selon le Shulchan Aruch, même si la colonne centrale elle est parfaite, mais la bifurcation est au sommet des feuilles, alors ça s'appelle Avid Kehimnak, ça a une forme de Y, le loulav n'est pas cachère. Donc c'est une mahloket entre les Rishonim, à savoir à quel niveau il y a eu cette bifurcation. Selon Rashi, pour que le loulav soit pasoul, il faut qu'il soit fendu au niveau de la shidra. La shidra, c'est-à-dire la colonne centrale. Mais d'après le Shulchan Aruch, qui s'appuie sur d'autres Rishonim, même si la shidra elle est parfaite, mais si les feuilles au sommet se bifurquent comme un Y, alors ça y est, le loulav n'est plus caché. Donc vous faites attention les amis, quand vous achetez un loulav, que là-haut ça ne soit pas séparé comme un Y. Akum domé les magal. Maintenant la Gemara a rebondi sur Rakum domé les magal.
si le loulav ressemble à une faucille. Akum, tordu, comme une faucille. Amarava, lo amaranela lefanav, avale harav, biriatehu. Regardez l'image 162. Pardon. Déjà, 160 pour ceux qui veulent voir de manière illustrée le loulav avec les kotsim. M'excusez si je reviens en arrière. On a vu tout à l'heure le kavutz. La racine du mot kavutz, c'est kotz. Il y a des épines. Voyez-vous dans l'image 160, vous avez partout ici des épines sur la shidra. Ou bien harut, lorsqu'il durcit, regardez comment un loulav, après ses feuilles, s'écarte, et ensuite il durcit. Harut, on avait vu aussi pasoul. Il est dur comme une branche de bois. Maintenant, akum domé les magal. Voyez-vous la différence entre kafouf et akum? Vous avez posé la question tout à l'heure, n'est-ce pas? Alors, quelle est la différence? Maintenant la réponse. Le kafouf, c'est celui-là. Ça, c'est le kafouf. En haut, il est comme un hameçon. Le akum, c'est que tout le loulav lui-même, le loulav entièrement, il ressemble à une faucille. Alors maintenant, nous dit la Gemara, akum domé les magal. Quand est-ce qu'on dit qu'il n'est pas kasher? C'est seulement lo shanouela, lo maranela les fanav. Ça veut dire que lorsqu'il est courbé en avant, il est courbé vers l'avant, vers sa face de devant. Mais si il est courbé vers l'arrière, alors il est kasher. Pourquoi? Biriatehu, c'est la nature de la pousse des loulavim. Je répète. La Baraïta nous a dit qu'un loulav qui est courbé comme une faucille, eh bien, n'est pas kasher. Rav Nachman nous dit, Rava nous dit, quand est-ce qu'il n'est pas kasher? C'est seulement si la faucille, elle est courbée, le loulav est courbé vers l'avant. Mais s'il est courbé vers l'arrière, eh bien, une colonne centrale d'un loulav qui pousse en arrière, comme ça, ce n'est pas problématique. Ce n'est problématique que dans la mesure où il est anti-nature. Mais s'il est dans la nature des loulavim, ça arrive. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand vous cherchez des loulavim dans le paquet des loulavim, vous voyez plein de loulavim qui ont tendance à aller vers l'arrière. C'est-à-dire le sommet du loulav va vers l'arrière. Eh bien, dans ce cas-là, c'est kasher. Quand est-ce que ce n'est pas kasher? Que si ça va à l'envers de la nature. C'est-à-dire qu'il est courbé vers l'avant. Les loulavim n'ont pas pour nature d'être courbés vers l'avant. Ils ont pour nature d'être courbés vers l'arrière. Chaque fois que vous cherchez des loulavim, prenez un paquet de loulav. Si vous n'achetez pas qu'un seul, celui qui est proposé par le vendeur, et que vous passez des heures à chercher les loulavim, vous allez voir la moitié, ils sont comme ça, tendance à aller vers l'arrière. Maintenant, le hidouche, il est que même si ça va beaucoup vers l'arrière, à tel point que ça ressemble à une faucille, eh bien, malgré tout, c'est kasher. Très bien. Ça, c'est la première version de la Gemara. Excusez-moi. Ça, c'est la version de la Gemara. Amar Rav Nachman, l'itzdadin kilfanav dami, ve'amrela kilacharab dami. Maintenant, quel est le din si le loulav, il penche vers la droite ou il penche vers la gauche? Marouge. Exactement, comme on dit, répétez en anglais. Marouge. Marouge, en anglais. Alors, ça veut dire que le loulav, il n'est pas yachar. Il est tordu, mais pas tordu vers l'arrière. Car tordu vers l'arrière, c'est kasher. Tordu vers l'avant, c'est sûr que ce n'est pas kasher. Maintenant, tordu vers le côté, soit côté droit, soit côté gauche. Quel est le din? Mahloket. On a deux versions. Velitz dadim amar Rav Nachman kilfanav dami. Ve'amrela kilacharab dami.
Certains disent que quand il est courbé vers les côtés, c'est comme s'il était courbé vers l'arrière, donc kasher. Certains disent que c'est comme s'il est courbé vers l'avant, donc non kasher. Alors il faut être mahmir. Nachon, mais Béhémet, dans la halakha était que qu'il est fanav d'amix et qu'il est pas sourd. Ve'amar Rava, haïlou laba de salik behadutza ba'al mumhu ou pasoul. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le din si on a un loulav qui a hadutza? Il a une seule feuille. Regardez comment Rashi explique. Chez Kol Alav Mitzad Echad. Tous les alim, ils ne sont que d'un seul côté. Ils n'ont pas donné d'image ici, dommage, mais c'est très simple. D'après Rashi, imaginez-vous comme ça un loulav, il y a une colonne centrale et il n'y a des feuilles que d'un seul côté. Et de l'autre côté, il est chauve. Imaginez-vous, vous avez des feuilles à droite et à gauche de la colonne du loulav, le loulav est chauve. Ou l'inverse, pas kasher. Ça s'appelle des salik behadutza ba'al mumhu ou pasoul. C'est un défaut et il est pasoul. Maintenant, il y a des rishonim qui interprètent différemment de Rashi. Ils disent que ce n'est pas un loulav qui a des feuilles que d'un seul côté du loulav. Non, c'est qu'il a des feuilles qui ne sont pas double feuilles. Car la nature du loulav, c'est que toutes ces feuilles sont doublées. Il n'y a que des doubles feuilles. Nachon. Eh bien, ce loulav-là, bizarrement, il a plein de feuilles, mais elles ne sont pas doublées. Ce sont des feuilles uniques. Des feuilles uniques, c'est un défaut du loulav. Donc, non caché. Pas caché pour la maison. Nifretsu alav. Amarav papa nifretsu de avid ki hufya. Vous rappelez ce qui est écrit dans la Mishnah? Nifretsu alav pasoul. Qui peut me traduire ces deux mots? Nifretsu alav. Rien que le mot alav. Ne me dites pas c'est quoi nifretsu. Alav. Alors, alav ne veut pas dire sur lui. Alav, c'est comme s'il était écrit alim shelo. Comment on dit une feuille en hébreu? Ale. Comment on dit des feuilles? Alim. Comment on dit ses feuilles à lui, au loulav? Alav. Donc c'est un homonyme. Ne pas confondre avec alav sur lui. Ici c'est alav, c'est alim shelo. Alors, nifretsu alav, ces feuilles, ils ont été nifratsim. Que veut dire nifratsim? Alors, il y a une mahloket entre Rashi et Tosfot. On l'a vu dans la Mishnah. D'après Rashi, nifretsu, ça veut dire que les feuilles ont été complètement arrachées et détachées du loulav et ensuite rattachées artificiellement avec une ficelle. Donc nifretsu, elles ont été arrachées carrément. Et Rashi s'appuie sur la Gemara qui a dit avid ki hufya. Il a fait comme un balai. Vous savez comment il faisait des balais autrefois? Il prenait un bâton, un manche à balai, et il mettait des feuilles de loulav à l'extrémité, et il attachait avec une ficelle. C'était un sympathique balai. Alors, c'est ce qui s'est passé. Les feuilles du loulav ont été arrachées, eux ont été ensuite rattachés artificiellement. Abid ki hufya. Tosfot disent que non. Ce n'est pas possible. Si c'est complètement arraché et détaché, alors ça s'appelle hutza. Hutza. Une feuille, en araméen, s'appelle hutza. Hotzin. La Gemara n'a pas dit avid ki hutza. La Gemara dit avid ki hufya. Il a fait comme un balai. Alors, dans ce cas-là, que veut dire nifretsu alav? Tosfot explique ainsi. Ils disent que chacune des doubles feuilles a été fendue en deux. Au lieu d'avoir une double feuille, j'ai deux feuilles. Tout le loulav, ou la majorité des feuilles ont été fendues.
Et pourquoi c'est comme un balai? Quel rapport avec le balai? Parce que quand on veut balayer, on ne veut pas que les feuilles soient rigides, on veut qu'elles soient souples. Alors on les fend en deux et ensuite on attache au balai, au manche à balai. Alors la mahloket entre Rashi et Tosfot, c'est de savoir comment traduire Kehufia. La Gemara nous dit que Nifretsu alav, c'est Kehufia. Et c'est quoi Hufia? C'est un balai. Alors Rashi a compris que comme pour un balai, les feuilles sont totalement détachées et ensuite rattachées avec une ficelle artificiellement, eh bien pareil ici. Quand on nous dit qu'un loulav, nifretsu alav, pas kasher, on parle d'un loulav dont les feuilles ont été complètement détachées et ensuite rattachées artificiellement comme un balai. Tosfot disent non. Si c'était de cela qu'il s'agissait, on n'aurait pas parlé de hufia, de balai, on aurait parlé de hutzin, de feuilles. Alors, que veut dire kihufia, d'après Tosfot? Il dit les feuilles, elles sont rattachées au loulav. Pas comme Rashi qui a dit détachées. Elles sont toujours attachées. Seulement, les feuilles ont été fendues. Une à une, les feuilles d'en haut, la majorité des feuilles, ouvertes, ouvertes, ouvertes. C'est pas une double feuille, c'est deux feuilles. Et quel rapport avec le balai? Eh bien, pour faire un balai, c'est comme ça qu'on fait. On ouvre les feuilles. Donc maintenant, si vous avez un loulav comme Rashi ou un loulav comme Tosfot, pas kasher. Donnez-moi le loulav de Rashi, qui n'est pas kasher, nifretsu alav, si par exemple les feuilles ont été totalement détachées. Ou un loulav qui est disqualifié d'après Tosfot, fendu. Très bien. Ba'irav papa, nehleka hatiomet mahu. Jusqu'ici, on a parlé de la majorité des feuilles qui ont été ouvertes, n'est-ce pas? Mais maintenant, on va parler de thiomet. Vous savez c'est quoi thiomet? Thiomet, ça vient du mot théom. Comment on dit des jumeaux en hébreu? Théomim. Il a fait. Théomim. Jumeaux. Comment a dit Shem, le fils de Noach, à Rivka, quand elle est venue se plaindre de ses douleurs de ventre pendant la grossesse? Il lui a dit Shne goyim bivintner, n'est-ce pas? Ou shne teomim, mime'aïr iparedu. Ou shne le'umim, mime'aïr iparedu. Les omil om ye'ematz verav ya'avotzayim. Seulement il lui a dit shne tomim bevitner. C'est quoi shne tomim? Pourquoi il avait dit teomim? Pourtant, Peretz et Zerah, lorsque Tamar était enceinte de Peretz et Zerah, c'est écrit teomim. La réponse, c'est que chez Tamar, il y a eu deux tzadikim qui sont nés, Peretz et Zerah, Théomim. Mais chez Rivka, elle a eu un tzadik et un rachat, Yaakov et Esav, Shne Tomim, il y a un Aleph qui est tombé. Il y en a un qui était rachat, on ne le compte pas. Alors ce Tomim, normalement c'était Théomim, physiquement il y en avait deux. Mais spirituellement, il y en avait un. Aïe, 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 aïe. Nehleka hatiomet maou. Si la tiomet, nehleka. Regardez s'il vous plaît Rashi. Rashi dit, nehleka hatiomet shne alin elyonim emtsaïim shesham ashidra kala nehleku ze mize. ונסדקה השדרה עד העלים שלמטה מהם. Thiomet, les filles שמדובקים כתאומים. Rashi dit pourquoi ça s'appelle thiomet? Parce qu'ils sont collés comme des jumeaux qui sont collés. Et maintenant, ils ont été séparés. Nehleka hatiomet. Et il dit que la séparation de ces deux feuilles qui sont au sommet de la colonne centrale, ça a été fondu entièrement et pas seulement. Même la shidra elle-même a été fendue. Nehleka atiomet maou. Quel est le din? Regardez s'il vous plaît l'image 163. Voyez-vous, les deux feuilles de là-haut ont été fendues et même la shidra, même la colonne centrale a été fendue.
Voyez-vous un petit peu, ça a été fendu un petit peu au sommet de la Shidra. Mais dans le Rama, le Shulchan Aruch dit qu'il y a ceux qui sont mahmirim, pas seulement si la colonne du lulav a été fendue un peu, même si les feuilles elles-mêmes de là-haut, elles ont été au sommet un peu fendues, il y a ceux qui sont mahmirim. Il y a ceux qui sont mahmirim que même si ça s'est à peine ouvert au sommet des deux feuilles en haut, ils prennent plus de lulav. C'est comme ça que dit le Rama, pour les Ashkenazim. Mais Rashi dit que non, si c'est ouvert au niveau des feuilles, il n'y a pas de problème. Quand est-ce que ça disqualifie le lulav? Que si la fente, elle descend jusqu'à la colonne elle-même. La colonne elle-même, elle a commencé à se fendre juste un petit peu. C'est quoi un petit peu? Que ça atteint déjà le niveau des feuilles d'en dessous. Parce que vous savez que le lulav, il a des feuilles qui se superposent. Une au-dessus de l'autre, une feuille au-dessus de l'autre, une feuille au-dessus de l'autre. Et après, on arrive au sommet. Alors, la double feuille du sommet, si elle a été fendue, et même la shidra qui est à la base de cette double feuille a été fendue jusqu'au niveau des feuilles inférieures, eh bien là, la question se pose, quel est le din? Quel est le din? Lulav kacher ou pas kacher? Nechleka hatiomet maou? C'est la question d'Agmara. L'Agmara veut essayer de résoudre le problème ainsi. Tashma de Amar Rabbi Yoshua ben Levi Nitela tiomet pasoul Maïla Bouadi Nechleka. Rabbi Yoshua ben Levi nous dit que si les deux feuilles du sommet du lulav ont été arrachées, ça veut dire la double feuille du sommet du lulav a été arrachée, eh bien le lulav n'est plus cachère. Tu vois donc que ces feuilles-là sont importantes. Eh bien pareil, si elles ont été fendues, puisqu'elles sont si importantes, la double feuille de là-haut du sommet est si importante que si elle a été arrachée, le lulav n'est plus cachère. Donc certainement, la feuille qui aurait été fendue, ce ne serait pas cachère. La Gemara dit quel rapport? Lo, nitela sha'ane, dea haserle. Quel rapport? Je peux te dire que si ça a été fendu, c'est cachère. Alors pourquoi ce n'est pas cachère lorsque ça a été arraché? Tout simplement parce que c'est ce qu'on appelle hasser. Vous savez qu'un hétrog, si par exemple, j'ai enlevé un petit morceau du hétrog le premier jour, ah, il m'a fait envie ce hétrog. Il avait une odeur, mais alors, il m'a laissé, j'ai pas pu me retenir. J'ai mordu. Ah, miam, miam. Monsieur, tu peux plus faire la mitzvah avec ce hétrog. Quand ça? Le premier jour. Mais les autres jours, il est cachère. Hasser n'est pas cachère que le premier jour. Ul kartem lachem bayom arishon peri'et sadar kapote marim. Ul kartem lachem. C'est quoi les kartem? Les kihatama. Tu dois prendre des objets parfaits, entiers, complets. S'il manque un petit bout, chlet. Alors, on te dit comme ça, c'est seulement bayom arishon. Mais les autres jours, c'est que midera banane. Parce que vous le savez très bien que la mitzvah du lulav, à l'époque du Beth Amikdash, était accomplie pendant 7 jours dans le Beth Amikdash, mais en dehors du Beth Amikdash que le premier jour. On ne prenait pas le lulav pendant 7 jours en dehors du Beth Amikdash. C'est écrit clairement, le kartem lachem bayom arishon. Alors pourquoi dans le Beth Amikdash pendant 7 jours? Parce que la suite du verset c'est quoi? Peri'et sadar kapote marim va'anaf ezavot ve'arve nahal usmachtem lifnei Hashem elokechem shiv'at yamim. Vous allez vous réjouir avec les 4 espèces devant Dieu pendant 7 jours. À l'extérieur du Beth Amikdash, 1 jour. Alors maintenant, pourquoi nous on fait 7 jours? Pourtant on n'est pas au Beth Amikdash. Réponse, c'est Rabban Yochanan ben Zakkai qui a institué de faire un zecher, l'Amikdash, en souvenir du Beth Amikdash. Mais attention, c'est pour cela que il y a certaines disqualifications du lulav le premier jour, du hétrog le premier jour, qui n'existent pas les jours suivants. C'est-à-dire que les jours suivants, c'est cachère. Alors, prenons un exemple. La Gemara dit, Rabbi Hanina madbil be venafik be. Rabbi Hanina, tous les jours, il prenait un hétrog, miam, il mordait un petit morceau, et il faisait après la mitzvah avec. Alors, à Botaï,
Le problème de Hasser, c'est que le premier jour. Maintenant, je vous pose la question. On va être né sur une mitzvah, sur un dossier de mitzvah. Qu'est-ce que vous dites? On n'a pas le droit de le sentir. Même Ah, bonne question. Bravo. Bravo. Comment est-ce qu'on peut profiter d'une mitzvah? Bravo. Mais d'abord, il a pris 7 etrog. Écoutez bien. Il a pris 7 etrogim, un par jour. Il croque et après il dit voilà, ça c'est pour la mitzvah. Il a fait exprès ou il a voulu Exprès. vous démontrer quelque chose? Parce qu'il trouvait que c'était très bon. Et c'est pas contre la halakha. Mais on perd Alors, la mitzvah si on peut joindre l'utile à l'agréable, quel est le problème? Finir la mitzvah et après manger, il faut coucher. Non, une fois qu'il va faire la mitzvah, il ne pourra plus. Une fois qu'il va faire la mitzvah, ça y est, c'est consacré à la mitzvah. C'est pareil pour le pitot. Alors le pitom, c'est une autre histoire. Nous, on parle... Alors le problème, c'est la beauté. Hadar. Si ça porte atteinte à la beauté. Un trou dans les trocs, un pitot qui manque, celui avec le trou, il est plus gros que celui avec le pitot. Alors ça dépend. S'il y a vous parlez du premier jour? Le premier jour, on a dit, c'est exclu. Il est pas... Votre question, c'est pour quel jour? C'est pour quel jour? Très bien. Pour les autres jours, il n'y a pas de problème si il est hasser. Ah, s'il est hasser, on peut faire la bracha dessous. Sur un étrog auquel il manque le pitot. Aïe, 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 aïe. Maintenant, il y a une discussion si c'est un problème de hadar ou un problème de hasser. Si c'est un problème de hasser, ce n'est pas un problème les autres jours. Si c'est un problème de hadar, hadar ça veut dire beauté. Si c'est moche, c'est laid, alors dans ce cas-là, c'est pas soul même les autres jours, comme nous l'avons yavesh qu'on a déjà vu. Bon, maintenant les amis, c'était une parenthèse. Je la ferme très rapidement pour revenir à l'essentiel. Quel est le din si le loulav, il lui manque les 2 feuilles du sommet? Quel est le din? Le din est que ce loulav est pasoul. Pourquoi? Parce qu'il est hasser, nitela atiomet. Mais si les 2 feuilles sont juste fendues, la double feuille est fendue, il n'est pas hasser. Alors la Gemara donc dit, on n'a pas de preuve. Ikade amre, amar Yoshua ben Levi, nehleka atiomet, naasa kemi shenitla atiomet ou pasoul. Selon une deuxième version, en effet, un tel loulav est pasoul. Et Rabbi Yoshua ben Levi l'a enseigné clairement en disant Nechleka hatiomet, naasa kemi shenitela hatiomet ou pasoul. Qu'est-ce que ça veut dire Nechleka? Fendu. Nitela, arraché. Eh bien, Nechleka kemi shenitela. Si la tiomet a été fendue, c'est comme s'il a été arraché. Par conséquent, le loulav est invalidé, disqualifié. La Gemara maintenant va développer la suite de la Mishnah. Rabbi Yehuda Omer, Ye'agedenu minemala. Vous rappelez la discussion dans la Mishnah à propos d'un loulav dont les feuilles ont été séparées. Regardez, qu'est-ce que c'est qu'un loulav dont les feuilles ont été séparées? Regardez ça. 161. Voyez-vous, les feuilles, comment elles s'écartent? Elles sont écartées de la colonne centrale. C'est une branche. Celui qui était sec, vous avez dit. Ouais, mais je me sers de la même image. Ne regardez pas ce qui est écrit, regardez ce que je vous dis. Ça c'est Nifredu Alav. Répétez Rabotai, Nifredu Alav. C'est quoi Nifredu? Se sont séparés. Alav. Les feuilles. Ces feuilles se sont séparées. Ben, c'est exactement la photo que vous voyez ici. Vous avez un problème? Quel est votre problème, les amis? C'est une palme, c'est plein de là. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre... 156, hein, Il faut prendre... Dans 156 sur les jambes, vers le haut comme ça, c'est les très à feuilles vont se c'est pas les celui-là. jeunes, pas les jeunes. Il est en bas. Ils en ont fait des autres. Regardez ici aussi. On a Nifredu Alav. Voyez-vous le loulav avec des feuilles écartées. La page 100, pardon, l'image 156. Là aussi, on a des feuilles qui sont éloignées de la colonne centrale. D'accord? Zélo Méchané, qu'est-ce que ça vous change? Le principal, c'est que on a des feuilles qui s'écartent. Est-ce que c'est cachère ou pas?
Qu'est-ce qu'a dit Tanakama dans la Mishnah? Kacher. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yehuda? Eh bien, pour que ce soit kacher, il faut les attacher. Avec une ficelle, tu les rapproches de la colonne centrale. C'est bien. D'accord, pour attacher des balles à 161. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous gêne? Il y a du vide entre une feuille et l'autre. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que ce qui vous gêne ici, c'est qu'il y a du vide. Et est-ce que quand il y a du vide, c'est un problème? Ouais. Alors on va voir si quand il y a du vide, il y a un problème ou pas. On va voir. Maintenant, la Gemara nous dit, pour quelle raison Rabbi Yehuda exige de rattacher? En quoi ça te gêne que les feuilles soient séparées de la colonne centrale? Rabbi Yehuda Omer, Shum Rabbi Tarfon, Kapot Temarim Kefot. La Torah te dit Kapot Temarim, des palmes de dattier. C'est quoi les palmes de dattier? Le mot capote, c'est comme si c'était écrit kefot, kafout. Et c'est quoi l'ikfot? L'ikfot, c'est rattaché. Par exemple, on retrouve dans Maseret Makot le même verbe. Kofet et shnei yadav ala amud. Lorsque le bourreau va donner 39 coups à la personne qui était en infraction, celui à qui on doit infliger la flagellation, on lui attrape les deux mains et on les attache sur le pupitre. Et il est courbé et on lui donne. D'accord? Malkout. Comment on dit attaché? Kofet. Kafout, ça veut dire attaché. Ou bien, nimsa evet kafout lo. On retrouve dans Baba Kama un evet qui est attaché. Donc, kapot et marine, c'est comme si la Torah te disait kefot est à tes marines. Attache le palmier. Sur quoi attache? Pourquoi tu veux que j'attache? Ah, parce que les feuilles, elles sont en train d'aller à droite et à gauche. Elles s'éloignent du centre. Il faut ramener les feuilles vers le centre, même artificiellement. Yagedenu milemala. Très bien. Imaya parud irpetenu. Amar les rabbins les Ravashi. Mimaïdei kapot et marim de l'ulavaou. Ima haruta. Alors maintenant, la Gemara nous dit, j'ai plein de questions par rapport au loulav. Dis-moi, où est-ce que c'est écrit dans la Torah qu'il faut prendre un loulav? Excuse me, montre-moi dans la Torah le mot loulav. Nulle part. Alors d'où tu as sorti ce loulav? C'est écrit dans la Torah, où le kartem lachem bayom arishon peri etzadar kapot emarim. Kapot emarim. Qui t'a dit que c'est un loulav? Ve'ima haruta. Peut-être que c'est une palme du palmier, du dattier, mais sans les feuilles, juste une branche. Ve'ima haruta. Comme ça dit Rashi, haruta, ranafadekel, la branche du palmier. Mais mishenit kasha, shteshanim veshalosh, quand il a durci sur le palmier pendant 2 ou 3 ans, alors en effet, on obtient ce résultat. Ça, c'est des palmes qui ont durci. Et maintenant, tu ne peux même plus les rapprocher. Si tu les rapproches, tu les casses. C'est devenu aussi dur que des branches d'arbres classiques. Alors pourquoi est-ce que tu ne dirais pas que c'est ça le loulav? Qui te permet de dire que c'est un loulav? D'où tu m'as sorti cette histoire-là de loulav? C'est écrit capote et marim. Alors la Gemara de répondre, capote, ba'inan kefot veleka. Qu'est-ce que ça veut dire? Ba'inan kefot veleka. Il faut qu'il y ait des feuilles que tu peux rapprocher et pas une branche durcie qu'il est impossible de ramener vers le centre. Si les feuilles du loulav, après 2-3 ans où il a durci sur l'arbre, se sont écartées, tu ne peux même plus ramener vers le centre, alors il n'y a plus de possibilité de kefot. Écoutez Rabotai, le hidouche, c'est que même d'après Hachamim, qui n'exige pas que les feuilles soient collées au centre, c'est pas grave si les feuilles, elles sont comme des ailes déployées, mais il faut qu'il y ait un potentiel. C'est quoi un potentiel? Si tu avais pris une ficelle, tu aurais pu les rattacher, les ramener vers le centre,
alors c'est déjà kasher. On a une règle dans Masechet Zvahim, dans Masechet Menachot. Il est écrit comme ça. Kol haraoui labila, en abila me'akevet bo. Mincha belula bashemen. Mincha belula bashemen. Tu dois mettre de l'huile dans la farine du korban mincha, de l'offrande, de l'oblation. Et tu dois pétrir belula. Maintenant, quel est le din? S'il a mis l'huile et la farine, mais il n'a pas fait la bila, il n'a pas fait le pétrissage. Kasher ou pas kasher cette mincha? La réponse, kasher si la quantité d'huile est suffisante pour un bon pétrissage. Si tu as respecté les mesures, alors tu as un potentiel de pétrissage. J'ai pas besoin de pétrissage. Il faut que ce soit raouille au pétrissage. Kol raouille la bila, en abila me'akevedbo. Mais si tu n'as pas mis assez d'huile pour pouvoir pétrir, alors là je dis, le pétrissage est me'akev. T'as pas pétri. La même chose ici. Si les feuilles sont tendres, molles, tu peux les ramener vers le centre. Alors même si tu ne les as pas ramenées vers le centre, c'est kasher d'après Chachamim. Il n'y a que Rabbi Yehuda qui exige que ce soit concrètement rattaché. Mais les haruta, le harut, quel est son problème? Le problème, c'est que les feuilles ont durci comme des branches d'un arbre qui a séché. Et donc c'est impossible, même potentiellement, de les ramener vers le centre. Donc ce n'est plus kapot temarim. Il n'y a même plus le potentiel de kefot, de l'ikfot. Oui, mais il faut maintenant aller au CNRS, le Centre National de Recherche de la Gemara. Ici, on est à la base de la base. Bichlal, après qu'on ait appris tous les détails, c'est-à-dire, Assour, Pasoul, Kacher, Pasoul, Kacher. Maintenant, je te pose une question à la base de la base. D'où tu m'as sorti cette histoire de l'oulav? Où c'est écrit dans la Torah, ça? Qui t'a dit que c'est l'oulav? Kapot et marim? Je peux te dire que c'est haruta. On te dit non, harout c'est pas soul. Pourquoi? Parce que c'est écrit kapot et marim. Ah, il faut que tu puisses être kofet. Un harout, tu ne peux pas être kofet. La palme dure a déjà perdu ses témarim, on les a déjà enlevés. Là, qui est aussi. La Gemara dit, ve'ima ufta. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que la Torah, quand elle a dit kapot et marim, elle fait allusion au ufta. Vous savez c'est quoi le ufta? Rachid dit qu'à la base du tronc de palmier, Shohalak, il y a là-bas des branches qui sont lisses. Il dit peut-être que c'est ça. Le kapot et marim. Et encore mieux, c'est qu'il n'a même pas de feuilles. Et s'il n'a même pas de feuilles, t'as pas plus qu'à foutre que celui-là. Quand il y a des feuilles, tu as des problèmes. Les feuilles s'écartent, les feuilles s'éloignent. Prends le kapot et marim carrément, la branche lisse à la base du palmier. Il n'y a même pas de feuilles. C'est le meilleur cafout qui existe dans le monde. Alors il lui a dit, ah, la réponse elle est dans la question. Regardez comment il lui a répondu. Il lui a dit, kafout, miklal deika paroud, behai kafout veromed verolam. Il lui dit, quand est-ce que c'est kasher, même lorsque c'est éloigné, parce que tu peux être kofet. Et en effet, j'exige que ce soit quelque chose où on peut être kofet. Mais quelque chose qui est kafout de nature, dans le sens où il n'y a même pas de feuilles. S'il n'y a même pas de feuilles, il n'y a rien à être kofet. Il n'y a même pas le potentiel de kfita. La kfita, c'est quoi? C'est quand tu es kofet, les feuilles. Il y a des feuilles à être kofet. Mais ici, c'est une branche toute simple. Il n'y a même pas de discussion. Kapot et marim. Attention, il faut être kofet, il faut être kofet. Kofet quoi? Mais c'est juste une branche unique. Il n'y a aucune feuille. Alors dans ce cas-là, c'est sûr que la Torah n'a pas parlé de ça. La Torah t'a parlé de kapot et marim, où il y a une possibilité d'être kofet. Donc il faut qu'il y ait des feuilles. Or ici, tu me parles de la branche qui est à la base du palmier, qui n'a même pas de feuilles. La Gemara dit ve'ima kufra. Rashi explique. Hainunami etz ke'en haruta, ela adain ben shana ou shte shanim, ve'lo nit'ave etzo, ve'ata yechol lichpot anafav al yede igud, ulzokfan lema'ala le'ogdan im avihen. Alors, ici on nous parle de ce qu'on appelle le kufra. Kufra, c'est aussi une partie du palmier.
Si vous avez regardé les palmiers, les dattiers, il y a des branches sur lesquelles se trouvent les dattes et ainsi de suite. Alors il y a également, comme ça, des branches où il y a des bifurcations, des ramifications. Et il y a de quoi faire. Tu as envie de les rapprocher, tu peux les rapprocher. Qui t'a dit que c'est le loulav? Qui t'a dit que Kapot et Marim, c'est le loulav que nous prenons? Peut-être que ça fait allusion à ces branches de dattes là, où il y a aussi des ramifications, et tu peux être kofet, et tu peux faire tout ce que tu as dit. Question? CNRS. Alors la Gemara répond, pas possible. Pourquoi? Amar Abaye drachea darkenoam vechol netivotea shalom. La Torah, aïe aïe aïe, la Torah hakdosha. La Torah, toutes ses voies sont des voies de paix. Sous tous ses chemins sont des chemins de plaisance. Drachea darkenoam vechol netivotea shalom. La Torah ne va pas te demander de prendre des branches qui te piquent les mains, où tu vas te blesser, te gercer les mains. Ce n'est pas ça les mitzvot de la Torah. La Torah, c'est tellement doux, c'est tellement agréable, c'est tellement extraordinaire. Drachea darkenoam vechol netivotea shalom. Donc ce n'est pas possible que ce soit koufra, parce que koufra, ça pique les mains. Alors c'est le loulav. Ok. Amar les Rava, Tosfa les Ravina, Veima Tarte Kapé de Tamre. Alors dans ce cas-là, peut-être qu'il faut deux grappes de dattes. Peut-être que Kapot et Marim prend 2 grappes de dattes. D'accord? Kapot et Marim, 2 grappes de dattes, et tu commences à remuer comme ça l'herba minime. Pourquoi pas? Kapot et Marim. Il te dit kapat, ktiv. C'est quoi kapat? Rachidi, c'est écrit, on lit kapot, mais c'est écrit kapat. Donc c'est une seule palme. Une seule palme de dattier, c'est le lula. La Gemara dit ve'ima hada. Alors la Gemara dit ve'ima hada. Alors dans ce cas-là, peut-être que c'est une grappe de date. Il dit, si c'est écrit kaf temarim, tu aurais eu raison. Mais comme c'est écrit kapot temarim, avec le tav, il faut qu'il y ait une possibilité de kafout. Il dit, et ça, c'est uniquement avec le loulav, où on a la possibilité de feuilles qui s'éloignent et de feuilles qui se rapprochent, que tu peux rattacher, alors que dans la grappe de date, ça n'a rien à voir. Il n'y a aucune possibilité de kafout. Regardez Rashi. Kaf karele, vechiktiv kapat, ad shem kefot, imperuda, ve'en lachon zenofel, et la al ale halulav. Il faut qu'il y ait la possibilité, le potentiel de rattacher des feuilles. Or, dans la grappe de date, il n'y a aucune possibilité de ce genre. Et maintenant, la Gemara va nous expliquer le dernier dîme de la Mishnah. Tsine harabarzel keshera. Les loulavim, les palmiers qui poussent sur des montagnes rocheuses, rocailleuses, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, ce n'est pas une terre hydratée, ce sont des palmiers qui donnent naissance à des loulavim qui ne sont pas de bonne qualité. Il y a très peu de feuilles qui poussent sur ce loulav. Est-ce que le loulav est cachère ou pas cachère? On avait vu dans la Mishnah, Sine hara barzel, kesherot, les loulavim qui poussent sur la montagne de fer sont cachères. Qu'est-ce que ça veut dire montagne de fer? C'est une façon de dire la montagne elle est dure. La montagne elle est rocheuse, rocailleuse. Alors maintenant, regardez l'image 157. Voyez-vous l'image 157? Vous avez ici des feuilles, quelques feuilles qui accompagnent la colonne centrale. Ça s'appelle Tsine Harabarzel, les loulavim qui poussent sur la montagne de fer. La Mishnah nous a dit kasher. Ok. Amar Abaye, lo shanu ela sherosho shel ze magia letzad ikaro shel ze, aval en rosho shel ze magia letzad ikaro shel ze pasul.
Ravuna dit attention, attention. Parfois, ce n'est pas cachère. Quand est-ce que Tzine Harabarzel c'est cachère? Ça dépend. Si le sommet de la feuille inférieure a atteint la base de la feuille supérieure, dans ce cas-là, c'est cachère. Mais si le sommet de la feuille inférieure n'atteint pas la base de la feuille supérieure, alors le loulav n'est pas cachère. Pourquoi? Car à ce moment-là, on va voir la colonne centrale. Si on voit la colonne centrale, ça veut dire qu'il y a un vide entre la feuille inférieure et la feuille supérieure. S'il y a un vide, alors ce n'est pas cachère. Quand est-ce que c'est cachère? Si la colonne centrale, elle est entièrement couverte de feuilles. Par exemple, s'il y a juste 3 feuilles ou 4 feuilles, ça suffit, mais à condition qu'on ne voit pas sur le côté la colonne centrale, qu'il n'y ait pas de vide, d'espace vide entre la feuille inférieure et la feuille supérieure. Le sommet de la feuille inférieure, il atteint la base de la feuille supérieure. Donc, le loulav, il est entièrement couvert sur les côtés. No problème. Mais si les feuilles sont trop courtes, elles sont peu nombreuses et trop courtes, ce qui fait que on voit la colonne centrale pas cachée. Je répète dans les mots. Amar Abaye, lo shanu ela sherosho shel ze, magia letzad ikaro shel ze. Aval en rosho shel ze, magia letzad ikaro shel ze, pasoul. Tanyana mehachi, ce hilouk de Rav Huna, on le retrouve confirmé par la braïta suivante. Tzine harabarzel pesula, vea anatnan keshera, et lashma mina ke Abaye. Excusez-moi, j'ai dit Rav Huna, c'est pas Rav Huna, c'est Abaye. Ce hidouche de Abaye, de distinguer entre feuilles courtes et feuilles longues, eh bien, ça découle de la contradiction entre la Braïta et la Mishnah. La Mishnah dit Tzine harabarzel kesherot. La Braïta dit Tzine harabarzel psula. Comment tu peux comprendre cette contradiction? Eh bien, ça dépend de la longueur des feuilles. Si les feuilles, elles recouvrent la totalité du loula, tout va bien. Sinon, pas kasher. Shma Amina. Je tourne la page. Veika derameleu mirma. Et il y a une autre version selon laquelle le débat a eu lieu dans la version suivante. Tenan Tzine harabarzel kasher ve'atanya psula. Dans la Mishnah, il est écrit que Tzine harabarzel c'est kasher. Pourtant, dans la Braïta, c'est écrit que c'est pas kasher. Amar Abaye vient répondre à la contradiction. La kashia. Kan rosho shel ze magia letzad ikaro shel ze. Kan en rosho shel ze magia letzad ikaro shel ze. La Mishnah qui a dit kasher, c'est dans le cas où le roche, le sommet de la feuille inférieure atteint la base de la feuille supérieure. Et la Braïta qui a dit pas kasher, elle parlait du cas où les feuilles étaient trop courtes. On continue. Amar Rabbi Marion, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Ve'amrela Tane Rabba Bar Mari, Mishum Rabban Yohanan ben Zakkai. Shte temarot yesh begei ben Hinnom, ve'ole ashan mi benehem, ve'zeu sheshaninu tzine harabarzel kesherot, ve'zoi pitcha shel geinam. Il y a un endroit à côté de Jérusalem qui s'appelle Gei ben Hinnom, la vallée de Hinnom, ben Hinnom, et là-bas se trouve l'entrée du Gehinnom. Il y a 2 palmiers, et entre les 2 palmiers, on voit là-bas de la fumée qui sort. La fumée qui sort. Et ces 2 palmiers-là ont des loulavim qui ont très peu de feuilles. Très peu de feuilles. Alors ça s'appelle Tzine harabarzel. La Gemara dit, on a une illustration. Près de Jérusalem, tu peux trouver des loulavim qui ressemblent au Tzine harabarzel. Ce sont les loulavim qui poussent sur des palmiers qui se trouvent dans cette vallée qu'on appelle Gei. Et c'est quoi Gei? Une vallée. Gam ki el-herbe, Gei tzalmavet. Même si je marche dans la vallée de la mort, lo irara, qui ata, il m'a dit, je n'ai peur de rien, car tu es avec moi. Alors, Gei ben Hinnom, la vallée du Gehinnom, là-bas se trouve l'entrée du Gehinnom. Il y a 2 palmiers, et il y a de la fumée qui sort entre les 2, et bien ces loulavim qui poussent sur ces palmiers ressemblent au Tzine harabarzel kesherot. Loulav, sheyesh bo shelosha tefahim. On a appris dans la Mishnah
que le lulav doit mesurer combien? 3 tfachim. Lulav sheyesh bo shelosha tefachim kede lenarnea bo kasher. C'est quoi kede lenarnea bo? Pour faire les mouvements, pour le remuer, le secouer. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel shi'ur hadas va'arava shelosha velulav arba'a kede sheyehe lulav yotze mina hadas tefach. ורבי פרנח אמר רבי יוחנן שדרו של לולב צריך שיצא מן ההדס טפח. Très bien. On nous a dit dans la Mishnah, un lulav doit mesurer 3 tfachim. La Gemara cite une mahloket entre 2 Émoraïm, Shmuel et Rabbi Parnach au nom de Rabbi Yohanan. Selon Shmuel, le shi'ur de lulav, c'est 4 tfachim. Le shi'ur de hadas et arava, c'est 3 tfachim. Et la Gemara tout de suite va poser la question, elle va dire comment Shmuel, qui est un Émora, peut contredire la Mishnah qui a dit que le shi'ur du lulav, c'est 3 tfachim. Qu'est-ce que dit Shmuel? Le shi'ur du lulav doit être de 4 tfachim. Le shi'ur du hadas et arava, 3 tfachim, 3 fois la largeur du poing. Rabbi Yohanan, Rabbi Parnach, au nom de Rabbi Yohanan, te dit, tu sais, le lulav il doit être 4 tfachim, et le hadas et arava 3 tfachim, mais pas le lulav entier avec les feuilles. C'est juste la shidra, la colonne centrale déjà, elle doit être de 4 tfachim, 4 fois la largeur du poing. À part les feuilles, on ne compte pas les feuilles. Shmuel a compté même les feuilles. Il dit, si le lulav avec les feuilles, il fait 4 tfachim, c'est kasher. Il a dépassé d'un tefach le hadas et arava. Rabbi Yohanan dit non, il faut que la shidra du lulav soit de 4 tfachim pour dépasser d'un tefach le hadas et arava. Alors maintenant, la Gemara va poser la question, elle va dire, mais les deux, ils ont faux. C'est écrit clairement dans la Mishnah, lulav sheyesh bo shelosha tefachim. Alors pourquoi ils ont dit arba tfachim? Disons, Tenan, lulav sheyesh bo gimel tefachim, kede lenarnea bo kasher. Un lulav qui fait 3 tfachim pour le secouer, le remuer, est kasher. Réponse, ima urde lenarnea bo kasher. Mort que de Hitler ou mort que de Hitler. La réponse, c'est qu'en fait, la Mishnah, elle a écrit une phrase, mais il faut rajouter un vav. Et si tu rajoutes le vav, eh bien, tu as solutionné ton problème. Toi, tu lis comme ça. Lulav sheyesh shelosha tefachim kasher. Pardon, excusez-moi. Lulav sheyesh shelosha tefachim kede lenarnea bo kasher. Un lulav qui a 3 tfachim, pour le remuer, il est kasher. Rajoute le vav avant kede. Lulav sheyesh bo shelosha tefachim. Urde le nanea bo kasher. Qu'est-ce que ça veut dire? Un lulav qui a d'abord 3 tfachim, à la base, qui est égal au hadas, égal à arava. Mais en plus, tu rajoutes un tefach en haut pour le secouer. Car le lulav, il a des feuilles qui sont secouées. Alors maintenant, on comprend. Lulav sheyesh bo shelosha tefachim à la base. Urde lenarnea bo. Et en plus, tu lui as rajouté encore un tefach pour être menarnea, pour le secouer. Kasher. Donc on a compris 4 tfachim. Maintenant, mort kede Hitler ou mort kede Hitler. Shmuel, il a compris à sa façon. Rabbi Yohanan l'a compris à sa façon. Shmuel dit à sa façon, le lulav entier, avec les feuilles, il fait 4 tfachim. Et Rabbi Yohanan dit, le lulav, quand on a dit dans la Mishnah lulav, on parle de la shidra. La shidra elle-même doit avoir un tefach en plus du hadas et arava. Donc 4 tfachim de la colonne centrale, à part les feuilles qu'il y a au-dessus. La Gemara maintenant pose une question, elle dit, comment Shmuel tu as pu dire Tashma, Shi'ur Hadas, plutôt Rabbi Yohanan, couché sur Rabbi Yohanan. Tashma, Shi'ur Hadas, Va'arava Shelosha, Velulav Arba'a, Ma'ilav Ba'ade Alin. On a une braïta qui nous dit clairement, le Hadas et la Arava doivent mesurer
3 tfachim, 3 fois la largeur du poing. Mais le loulav, 4 tfachim. A priori, on parle du loulav entier avec les feuilles. Alors c'est une couchée sur Rabbi Yochanan. Pourquoi il a dit 4 tfachim rien que dans la shidra? Réponse, lo, les bar me'alin. Non, quand la Braïta t'a dit 4 tfachim, c'est à part les alin, à part les feuilles. Rien que dans la shidra, il faut arba'at tfachim. Mais là, dans la shidra, il y a les feuilles. Il y a la shidra, il y a les feuilles à côté. Non, mais on parle des feuilles du sommet qu'il y a au-dessus. Ça veut dire que quand vous avez une shidra, vous avez par exemple ici, regardez ici le loulav. Ce que vous voyez en orange, c'est la shidra. Et ce que vous voyez en noir, c'est les feuilles qu'il y a au-dessus. Bien sûr que sur le côté, on a des feuilles. On ne parle pas de ça. Nous, on parle des feuilles qui dépassent la shidra. La shidra, elle arrive, elle est orange. Et les feuilles qui dépassent la shidra, c'est ce que vous voyez en noir. Alors, les arbat fachim, c'est avec le noir, ou arbat fachim, c'est juste le orange. C'est ça la mahloket. D'après Rabbi Yochanan, c'est juste la shidra. Et d'après Shmuel, arbat fachim, ça inclut même les feuilles qui dépassent. Eh bien, c'est ça la discussion entre eux. Et Rabbi Yochanan, on lui dit, mais comment tu peux dire arbat fachim, juste la shidra, mais dans la Braïta, il y a écrit arbat fachim tout court. Mashmar que c'est l'ensemble qui fait 4 fachim. Il a dit non, la Braïta fait allusion à la shidra, à part les alim qui dépassent. Ça, on n'en parle pas. Donc la shidra, ça revient même. Comment? Ça revient même. Pourquoi? Si on prend que l'orange, 3, et l'autre, il dit 4 avec les points. 3 plus la presse, ça fait 4. Parce que quand on dit le 3, parce que c'est le bout. La shidra, c'est le bout de la branche. Oui. Et toujours, il y a des branches qui dépassent, les feuilles qui dépassent toujours la branche. Oui. Mais Shmuel dit qu'il est suffisant d'avoir 4 fachim en tout. Même avec les feuilles qui dépassent la branche, si tu mesures 4 fachim de haut en bas, ça suffit. Et le loulav est caché. Rabbi Hanan dit non. Il faut qu'il y ait 4 fachim ici. 4 fachim au niveau de la shidra. Alors maintenant, avec Mardi Goufa, quand est-ce qu'on dit Goufa? C'est une terminologie employée par la Gemara à chaque fois qu'elle reprend un sujet qu'on a déjà vu. Shi'ur hadas va'arava shelosha ve'lulav arba'a. Le shi'ur du hadas et de la arava, c'est 3 tfachim. Le shi'ur du lulav, c'est 4 tfachim. Rabbi Tarfon Omer, be'ama bat hamisha tefachim. Rabbi Tarfon nous dit que c'est une amma de 5 tfachim. Alors les amis, je vous demande d'attacher la ceinture. On va prendre l'aérospatiale. On va commencer. Si vous êtes fatigué, après vous serez achevé. Alors regardez ça maintenant. Rabbi Tarfon arrive et il nous dit Be'ama bat hamisha tfachim. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi explique que la Gemara a cru au début que Rabbi Tarfon arrive avec un hidouche phénoménal, alors que Tanakama ait dit que juste 3 tfachim, ça suffit pour le lulav. Pardon, pour le hadas. Pour le hadas, ça suffit 3 tfachim. 1, 2, 3. Ça veut dire que tu as par exemple un tefach, on va dire c'est 10 cm. Grosso modo, 10 cm. Allez, 3 fois 10, ça fait 30 cm. Combien doit mesurer le hadas? 30 cm. C'est d'air. Arrive Rabbi Tarfon, il dit non, il faut qu'il soit de 5 tfahim, 50 cm. C'est comme ça que la Gemara a compris pour l'instant. Regardez comment elle va s'exprimer par rapport à Rabbi Tarfon. Incroyable. Amar Rava. Rava va dire Charele, Marele Rabbi Tarfon. Ribono Shel Olam, maître du monde. Pardonne à Rabbi Tarfon pour ce qu'il a dit. Rabbi Tarfon devrait demander pardon à Hachem d'avoir exigé une chose pareille, d'avoir dit une chose aussi fausse. Pourquoi? Hashta avot shelosha lo mashkehinan bat hamisha mibaya. Aujourd'hui, on n'arrive pas à trouver un hadas kasher facilement avec 3 tfachim qui soit entièrement avot. Comment la Torah a appelé le hadas? Elle n'a pas appelé hadas. Elle a appelé anaf etz avot. Une branche, anaf,
de Hetz qui est Avot, qui est comme une chaîne. Vous avez déjà vu une chaîne? C'est des maillons qui s'enchaînent. Ainsi, les feuilles du Hadass, c'est comme des maillons qui forment une chaîne. Anaf Hetz Avot. Et comment est-ce que ça forme une chaîne? Eh bien, parce que nous avons 3 feuilles sur la même ligne. Dans la même rangée, on a 3 feuilles. Et encore, et encore. Mais sinon, si tu as 2 feuilles d'un côté et une 3e feuille de l'autre, une 2 feuilles d'un côté, 3e feuille de l'autre, ça s'appelle un Hadass choté. Un Hadass qui n'est pas normal. Alors, pour avoir déjà des Hadassim, 3 Tfachim, avec un Avot, on a beaucoup de mal. Tu veux maintenant exiger du Ham Israël qu'ils aillent se débrouiller des Hadass, Avot, avec 5 Tfachim, 50 cm, mais c'est introuvable. Tu trouves peut-être 1% des comme ça, mais c'est très très rare. Alors tu fais souffrir le Ham Israël pour aller trouver l'introuvable. Que Dieu te pardonne, Rabbi Tarfon, pour avoir dit cela. Charalé Maré les Rabbi Tarfon. La Gemara nous dit, on va voir tout de suite que c'est pas ce qu'a voulu dire Rabbi Tarfon. Ce n'est pas ce qu'il a voulu dire. Ki ata Rav Dimi amar Amma bat shisha tefahim ase ota bat hamisha tsemehem shelosha lehadas והשאר ללולב, כמה הבו להו תלתה ותלתה חומשי. קשיא דשמואל דשמואל? אחא אמר רבי יהודה אמר שמואל שיעור הדס וערבה שלושה, והתם אמר רבי יהודה אמר שמואל הלכה כרבי טרפון. On va essayer de comprendre ce que dit Rav Dimi. Ki ata Rav Dimi amar ama bat shisha tefahim ase otah bat hamisha צמהן שלושה להדס והשאר ללולב. כמה הבו להו תלתה ותלתה חומשי. C'est-à-dire, Rav Dimi veut nous dire que Rabbi Tarfon, en fait, n'a pas exagéré à tel point de basculer de 3 tfahim à 5 tfahim. Non, on n'est pas dans des excès à tel point. Il a simplement été mahmir un peu plus. Il veut que le hadas mesure 3 tfahim et 3/5 d'un tefah. Comment est-ce qu'on va arriver à ce résultat? C'est qu'il va dire, la hama, en général, une coudée. Il y a combien de tfahim dans une coudée? Il y en a 6. Généralement, hama benonite, il y a combien? 6 tfahim. 6 fois un tefah, n'est-ce pas? Maintenant, si, au lieu de diviser la coudée en 6 tfahim, je la divise en 5. Je prends ma coudée et je la partage en 5 parties. Alors désormais, chaque 5e sera plus grand qu'un tefah classique. Car un tefah classique, c'est 1/6 de la coudée. Or, maintenant, si je partage en 5, donc forcément chaque partie est plus grande. Elle a combien de plus? Elle a 1/5 de plus. Parce que quand je prends ici, j'ai ici 6 tfahim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Ça me fait 6 tfahim. Je prends ce tefah d'en haut et je le coupe en 5. D'abord, je le retire. Je le retire ce tefah. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Et je prends le tefah ici, le 6e, je le coupe en 5. Je prends 1/5, je le rajoute. 1/5, 2, 3, 4, 5/5. Ça fait que le tefah supplémentaire, je l'ai rajouté. Qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais tout simplement agrandir chaque tefah. Si chaque tefah il fait 1 tefah et 1/5, alors 5 tefah et 5/5, ça fait 6 tfahim. J'aurai la même longueur. C'est simplement les tfahim qui seront un peu plus grands. 1/5 de plus. Alors quand on va dire je veux 3 tefahim,
Alors c'est 3 tfahim et 3 cinquièmes. Je veux 3 tfahim, mais attention, pas 3 tfahim d'un tefah normal, classique. Je veux pas. Je ne veux pas 3 tfahim d'un tefah classique. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je ne veux pas ça. Moi, je veux un tefah, un grand tefah. C'est-à-dire une amas de 5 tfahim que j'ai partagé, donc, comme on a dit, 5, 5. Et donc, ça nous fait que chaque tefah, il a un cinquième de plus. Donc, lorsqu'on va dire Hadas, 3 tfahim, Arava, 3 tfahim, c'est quoi? C'est 3 tfahim et 3 cinquièmes d'un tefah. C'est ça ce que Rabbi Tarfon réclame. Et il exige pour le Lula 4 tfahim. C'est combien? 4 tfahim et 4 cinquièmes d'un tefah. Voilà. La Gemara dit, ok, j'ai compris, c'est joli, c'est sympathique, mais j'ai une kushia. Si c'est vrai, alors Shmuel se contredirait. Car d'une part, Kashia dit Shmuel a dit Shmuel. Hacha Rabbi Yehuda mar Shmuel, Shi'ur Hadas v'Arava Shelosha. Shmuel nous a dit que de manière générale, le Hadas et la Arava, c'est 3 tfahim. 1, 2, 3. 3 tfahim normaux, un tefah normal. D'accord? Si on venait, on va parler en centimètres. Je pense que ça ne va pas vous embrouiller, au contraire, ça va faciliter. Chaque tefah, c'est 10 cm. Non, quand il y en a 6 et 8. Attendez. Chaque tefah, c'est 10 cm. Si on a 6 tfahim, ça fait 60 cm. Quand je vous dis, je veux que le hadas mesure 3 tfahim, c'est 3 fois 10 cm, 30 cm. Mais maintenant que tu m'as dit que Shmuel est possèque la halakha comme Rabbi Tarfon, et selon Rabbi Tarfon, quand on a dit qu'on parle d'un tefah, on parle d'un tefah grand, un grand tefah. Un tefah qui est sur la base d'une amas qu'on a divisée non pas par 5 mais par 6. Pardon, non pas par 6 mais par 5. Alors ça nous fait qu'en effet, c'est 12 cm. Chaque tefah, il est de 12 cm. Donc 3 fois 12 cm, ça ferait 36 cm. C'est-à-dire 3 tfahim normaux et 3 cinquièmes. Alors, Shmuel, tu te contredis. Un jour, tu dis la halakha, elle est comme Rabbi Tarfon. Donc c'est un hadas de 36 cm. Et un jour, tu me dis que la halakha, c'est 3 tfahim classiques, à savoir 30 cm. La Gemara répond, l'odak. C'est quoi l'odak? Il n'a pas été précis. Il a arrondi. On n'a pas voulu parler des poussières. On arrondit. C'est toujours plus simple. Si tu veux te souvenir, arrondi. Il a arrondi les angles. La Gemara dit, quoi? Imor de amrinan lodak la humra. La kula mi amrinan lodak. Quand on arrondit dans le sens de la humra. On rajoute. Mais on n'arrondit pas dans le sens de la kula, de me donner un shi'ur inférieur au shi'ur requis d'après la halakha. C'est quoi cette blague-là? Tu me dis, Bémet, il faut 36 cm. Mais il a arrondi, il t'a dit 30 cm. Allez. 30 cm, ce n'est pas cachère. C'est quoi ça? La réponse. Alors la Gemara dit comme ça. Qui ata Rabin. Avant c'était Ravdimi. Maintenant c'est Rabbin. Vous savez que c'était deux Haverim, les deux ils étaient élèves de Rabbi Yochanan. Qui ata Rabbin Amar, Amma bat Hamisha Tefahim Aseota Shisha. Alors lui dit c'est juste le contraire. Rabbi Tarfon, ce n'est pas une Amma, une grande Amma normale classique de 6 Tfahim qu'il a réparti en 5, et donc forcément chaque cinquième du Tefah et de la Hama est plus grand qu'un Tefah classique. Comme on a dit, au lieu de 10 cm, c'est 12 cm. Là, ici, c'est tout le contraire. Il te dit, prends une Hama de 5 Tfahim, c'est combien? 50 cm. Aseota Shisha. Et tu divises en 6. Prenons une calculette.
je prends 50 divisé par 6 égale 8,33. Excellent. Alors maintenant, allez, on va dire comme ça 8. D'accord, j'ai pas le droit de faire de ce que je dis, mais pour faciliter les calculs. 8. Imaginons maintenant, il te dit, en fait, chaque tefah dont on parle ici, le Hadass, il a besoin de 3 tfachim. C'est vrai, mais pas des tfachim normaux, des petits tfachim. Avant, Rav Dimi avait dit que Rabbi Tarfon parlait de grands tfachim, qui faisaient 12 cm. Rabbi dit au contraire. Lui, ce qu'a dit Rabbi Tarfon, il a parlé de petits tfachim, qui font que 8 cm. Ah, 8 cm. Alors dans ce cas-là, ça me donnerait combien? 3 fois 8, 24. Oh, le Hadass, il fait juste 24 cm. Mais puisque j'ai sauté les 33, ça fera 25. 25. Puisque, d'accord, pas besoin de 30 cm. 25 cm, ça suffit. Alors dans ce cas-là, pourquoi Shmuel a dit 3 tfachim classiques? 3 tfachim classiques, c'est 30 cm. Il exige beaucoup. Il a arrondi. Il a arrondi, mais cette fois-ci, il a arrondi la humra, pas la kula. Il a arrondi, il a exigé plus que ce que la halakha exige réellement. Car Rabbi Tarfon te dit que même 25 cm suffisent. Car 3 petites fahim suffisent. Et lui, qu'est-ce qu'a dit Shmuel quand tu lui poses la question? Shmuel, combien doit mesurer le Hadass, s'il vous plaît? 3 tfachim. Quoi? Quand tu me dis 3 tfachim, c'est 3 tfachim classiques. 3 tfachim classiques, c'est quand on a une hama, on a 6 coudées, on a une coudée, on a 6 tfachim, chaque tefach c'est 10 cm. 3 fois 10, 30. Mais lui, il me dit non. Il me dit 3 tfachim qui font 30 cm. Mais c'est pas vrai, toi-même tu as dit que 25 cm c'est bon, puisque tu as dit à la Chaké Rabbi Tarfon. Alors, je relis tout ça dans les mots. Tsemen shlosha le hadas, ve'ashar le lulav, kama veleu, treu palga, sauf kashia di Shmuel, a dit Shmuel. Parce que la Gemara dit, ça nous donne treu ou palga. Vous savez comment on arrive à treu ou palga? 2,5. 2 tfachim et demi. Eh ben oui. Si on avait dit qu'un tefar c'est 10 cm, 2 tfachim et demi c'est 25 cm. D'accord? Alors comment ça se fait que tu as été jusque-là? La Gemara dit l'odak, il n'a pas été précis. Ve'ainu la humra l'odak. De'amar Abuna mar Shmuel ala Chaké Rabbi Tarfon. Il a arrondi, mais cette fois-ci il a arrondi dans le sens de la rigueur et non pas dans le sens de la tolérance. Il a été plus strict en te disant 3 tfachim, car dans l'absolu, même 2 tfachim et demi auraient été suffisants selon lui, puisqu'il a été posé comme Rabbi Tarfon. Fin de la Sougia pour aujourd'hui, Bezrat Hashem.